Voici tous les jeux auxquels j'ai joué. Alors attention, c'est pas en live toujours, c'est les jeux auxquels j'ai joué de décembre 2020 à du coup 29 novembre 2021. Histoire que on puisse se faire un an de jeu à analyser, à se dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, etc. Qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu. Voilou. Il y a pas mal de trucs quand même. Au final, j'ai compté, j'ai quand même joué à 45 jeux, c'était ça? C'était 45. Ça fait beaucoup. 45 jeux différents. Donc ça fait quasiment... Hop là. C'est ça, 45 jeux. Donc ça fait quasiment un jeu différent par semaine avec 7 semaines de repos. Pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas dégueu. Vu qu'on peut pas jouer à tous les jeux du monde, je trouve ça quand même pas mal. Donc, nous avons aussi la liste ici avec les informations. Top 3, top 10, top 20, top 30, top 45, du coup, vu qu'il y en a 45. Et je suis con, je l'avais là. L'idée du coup c'est de trier au fur et à mesure, de se dire ah tiens lui je l'ai bien aimé, lui je l'ai moins aimé, ah tiens on rentre à 4 dans le top, 3, etc. Donc voilà, on va discuter ensemble. Et coucou Alex, comment tu vas? Bah ça va très bien. Donc voilà, l'idée c'est de voir quel est le meilleur jeu de l'année 2021, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut peut-être acheter pour Noël aussi, qu'est-ce qu'il faut... vers lesquels il faut se pencher si on les a pas vus, tout simplement. On est parti? Je pense qu'on est parti. Donc, on va commencer par le premier jeu, qui est Nouvelle Contrée dans la liste. Nouvelle Contrée, pour moi, je vous l'ai dit tout de suite, ça va dans mon top 3. Pourquoi? Parce que c'est hyper original, c'est hyper malin, ça se rejoue hyper bien. Nouvelle Contrée, incroyable, qui était déjà en rupture chez le distributeur et qui revient tout de suite. Genre, il était en rupture pendant une semaine et paf, il est déjà de retour chez le distributeur là cette semaine. Incroyable. Très belle lancée pour Germain. Bravo à lui. Donc pour le moment, Nouvelle Contrée pour moi est dans mon top 3. C'est sûr. Ensuite, on va avoir... de toute façon, Nouvelle Contrée, vous l'avez vu. Nouvelle Contrée, c'est le jeu dans lequel on joue dans un livre, avec les marque-pages. Un petit peu mélange entre Dixit et lecture de livre. Franchement, très cool. Les petits challenges sont très bien, ça se renouvelle bien, c'est original. Et peut-être le défaut, effectivement, c'est peut-être que le plus gros défaut, c'est que le plateau est un peu moche. Que ça sera, comment dire, peut-être pas pour tout le monde, parce que voilà, faut avoir envie de lire dans un bouquin, etc. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça. Ensuite, le deuxième qu'on a, c'est un jeu qui n'est pas encore vraiment sorti, mais auquel moi j'ai joué. C'est Get On Board. Alors, et coucou Naok. Get On Board, pour vous dire, c'est... Je pense que je vais le mettre dans mon top 10, mais je suis pas encore... Hop. Get On Board, c'est un mélange entre Aventurier du Rail et un Flip and Write. Je dois remercier un généreux donateur. Je ne sais pas s'il est dans le chat, le généreux donateur, parce qu'il ne s'est pas présenté. Zoidberg n'est pas là encore. Je pense qu'il arrivera plus tard. Donc Get On Board, pour rappel, ouais voilà. Une sorte d'aventurier du rail avec un côté, comment dire, flip and ride, voilà. On va en fait avoir chacun notre petite grille de score. Je vais essayer de vous le montrer. Parce que personne n'a eu trop d'infos là-dessus, parce que, s'il y en a qui l'ont eu, mais on l'a pas encore beaucoup vu, tout simplement parce qu'il n'est pas sorti. C'est censé sortir le 17 novembre. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Donc dans l'idée, vous allez en fait avoir chacun votre petite fiche comme ça. On va tirer une carte. Par exemple la carte numéro 4. Et vous allez faire le déplacement numéro 4. En fonction des grilles, c'est pas toujours le même. Et vous allez en fait commencer à partir de votre feu de départ et faire votre trajet. L'idée, ça va être d'emmener des gens dans votre bus et de les déposer à certains endroits pour certains, sauf les grands-mères.
faut juste les emmener en trajet. Donc tu as vraiment ce côté de prise de territoire, on va dire, un petit peu comme Aventurier du Rail, prise de contrôle de zone. Mais aussi du coup ce côté jeu à cocher. Ah attends, je vais cocher ça, comme ça après je coche ça, comme ça après ça multiplie. Ah mais attends, parce qu'avec mon placement, tac tac tac, je vais me placer comme ça. Ça marche vraiment très bien. Je trouve que ça a été vraiment très cool ça. J'ai mis tous les jeux auxquels j'ai joué du coup de décembre 2020 à 29 novembre 2021. Voilà. Get On Board, j'ai trouvé très bien parce que j'ai fait au final 2-3 parties et jamais j'ai joué de la même manière. Et aussi, il y a vraiment ce côté de c'est hyper fluide, ça tourne bien. Et en même temps, tu peux faire tes petits combos, tu peux faire ton petit scoring, tu fais ta petite sauce. En même temps, tu te batailles sur le board. Je vois pas le jeu de surf sur ta liste. Il n'existe pas encore. On ne compte pas les protos. Nous ne comptons pas les prototypes, attention. Ensuite, on a Red Rising. Alors, Red Rising, on a fait quand même 2 lives dessus. Pareil pour Fantasy Realms, du coup. Du coup, Red Rising, jeu de contrôle de main, en fait. Vous allez scorer avec les cartes dans votre main, mais aussi chaque carte dans votre main, quand vous allez la poser au centre de la table, ça va faire un petit effet. Quand vous allez récupérer une carte, ça va faire aussi un petit effet. Il y a plein de petits combos, etc. Plein de petites combinaisons, de la maîtrise, etc. C'est assez costaud, mais ça se joue vraiment très bien. Et pour moi, c'est pour le moment dans le top 3. Peut-être que ça changera, mais actuellement, j'avais beaucoup aimé Red Rising. J'ai rejoué avec plaisir plusieurs fois. C'est vraiment très cool. Aussi, on précise qu'il y a sur ta liste des jeux que tu n'as pas joué en live parce que généralement, ça demandait être à plus de 2 et on n'est pas plus de 2. Effectivement, c'est aussi des jeux que j'ai joué par exemple à la Ludo, enfin à la boutique ou des trucs comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des lives qui n'ont pas été, enfin des jeux qui n'ont pas été faits en live pour plein de raisons. Donc aussi, il y a des jeux auxquels j'ai joué que vous n'avez peut-être pas vu en live. C'est pour ça que je me permets de réexpliquer parfois. Donc Red Rising pour moi c'est dans le top 3 pour le moment parce que vraiment ce côté gestion de main, combo, c'est à la fois hyper simple en termes de règles. En gros, à ton tour, tu poses une carte sur l'une des 4 zones, tu fais l'effet de ta carte, puis ensuite tu pioches une carte sur une autre zone et tu fais l'effet de la zone. Enfin, franchement, c'est assez clair. Mais il y a plein de petites subtilités, tu peux récupérer plus de cartes en main. Par contre, si tu as trop de cartes à la fin de la partie, ça te fait des points négatifs. Faut faire attention à bien avancer sur des zones spécifiques ou avancer sur un petit peu toutes les zones, mais pas se perdre, etc. Donc il y a vraiment tous ces côtés-là qui marchent hyper bien, je trouve. Juste peut-être, il est un peu trop brainy pour certaines personnes, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Objection. Alors, Objection, on y a joué une fois en live et je pense qu'il ira dans mon top 45. C'est vraiment un jeu auquel, avec la régie, ça nous a pas du tout parlé. Objection, pour rappel, c'est un jeu en fait de cours de justice et de combat d'avocats, un petit peu comme on pourrait penser à la Ace Attorney ou du coup Phoenix Wright. Le truc en fait c'est que ça se veut en mode oui, vous avez joué des avocats dans une ambiance, etc. Il y a des scénarios et tout, et en fait c'est surtout une grosse gestion de deck, une grosse gestion de main. Il y a 2 grosses phases très longues dans le jeu, avec un côté où je pioche 3 cartes, je te donne une carte, je me donne une carte, et il y a une carte qui est défaussée, et on fait ça plusieurs fois jusqu'à épuiser le paquet. Enfin, c'est long, c'est mou. Et après cette partie-là, t'as la partie, du coup, attends, je vais appeler quel témoin qui m'intéresse, alors je vais appeler celui-là, comme ça après je chaîne mes cartes. Et puis du coup après on s'arrête, on compte les points, on fait les effets, puis ensuite on recommence. En termes de rythme, c'est lourd, mécaniquement c'est... Quand c'est long et mou, c'est pas utile, c'est un peu ça. C'est un peu la sensation qu'on a eue. Après je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup apprécié parce que justement ça avait ce côté vraiment où tu pouvais... fallait prévoir sur plusieurs temps, etc. machin et tout, mais pour nous ça nous a vraiment pas parlé, c'était vraiment très mou, très long, c'était chiant. Voilà. Ensuite on a Gorinto. Alors Gorinto, je sais pas si on le met dans le top 30 ou le top 45. Je pense que pour le moment on le met dans le top 45 parce que Gorinto c'était pas mal mais c'était pas incroyable non plus.
dans le sens où Gorinto, pour rappel, c'est un jeu de pause, enfin de pause et de récupération de tuiles. En gros, vous allez récupérer des tuiles en fonction de là où vous les récupérez. Ça va vous permettre de, enfin, ou poser des tuiles. Ça va vous permettre du coup d'en récupérer d'autres en fonction de l'élément où ça a été posé. Donc ça va vous permettre en fait d'améliorer certaines capacités d'éléments plus que d'autres pour pouvoir en fait améliorer votre possibilité de récupération dans le jeu, pour pouvoir améliorer vos scorings. Donc dans l'idée, vous allez monter en puissance pour pouvoir encore piocher des meilleures tuiles pour votre scoring. Évidemment, l'adversaire fait de même. En fait, le truc sur Gorinto, c'est que c'est assez redondant. En vrai, on a fait 2 parties avec la régie en live. Et en vrai, on n'a pas eu envie d'en refaire une 3e parce que vraiment, c'était en termes de rythme, c'est un jeu assez mou. Alors qu'on joue à des jeux abstraits qui marchent très bien. En termes de thème, c'était pas dingo, qu'on se le dise. Et ça se renouvelait assez peu en termes d'objectifs, de points de victoire, etc. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé. Je pense notamment qu'il y avait entre joueurs qui avaient pas mal aimé Gorinto. Mais j'avoue que moi, il m'a laissé un peu de marbre alors que j'aime beaucoup les jeux abstraits. Donc c'est pas parce que c'est un jeu abstrait, c'est vraiment que ça m'a pas parlé. Il y avait pas de. En fait, il y avait ce côté récupération. Donc on jouait un peu chacun de son côté. On se chamaillait un peu moins. Et ça se renouvelle pas non plus de ouf, quoi. Alors que, par exemple, à titre d'exemple que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé Santorini, par exemple. Santorini, c'était vraiment très chouette. Parce qu'il y avait ce côté, on se chamaille, mais aussi ça se renouvelle bien, parce que les débuts sont pas les mêmes, mais aussi parce que si à un moment on a envie de un gros renouvellement, on prend des héros, on prend des dieux qui ont des pouvoirs, et du coup ça se renouvelle bien. Là, Gorinto, il manquait ce petit truc là, quoi, ce petit sel qui te faisait des petits twists et des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, Carte Aventura. Carte Aventura, je pense qu'on va le mettre dans le top 10, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, Carte Aventura, pour rappel, c'est un jeu fait par, édité chez Blam, qui... Coucou Wes, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas, je ne parle pas cette langue. Je me tâte à prendre le Carte Aventura, vu le prix. Ah bah oui, en plus Carte Aventura, effectivement c'est pas très cher. La vie c'est trop bien. Et tant mieux, je suis content que tu sois heureux. C'est bien, bravo, bravo. Donc Carte Aventura, petit rappel, c'est livre dont vous êtes le héros. Donc vous avez plusieurs cartes sur de la table. Vous avez des choix à faire pour avancer dans l'histoire. Évidemment, ça peut vous fermer sur des parties de l'histoire, etc. Il faut du coup arriver jusqu'à une fin. C'est des fins positives, des fins plus ou moins positives, voire négatives. Et ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez avoir vraiment ce côté livre dont vous êtes le héros. Et à force de jouer, un côté comme on l'a vu en live, quand on a fait la partie plutôt viking, un côté un petit peu casse-tête. Je veux arriver à cette carte. Je veux arriver à cette carte précise là. Et je peux pas parce que en fait, il faut que j'ai telle ressource ou tel machin. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça pour pouvoir avoir ça, pour pouvoir ensuite aller là, etc., etc. Et je trouve que du coup, ça marche très bien. Parce que vous avez vraiment ce côté au début, livre dont vous êtes le héros, vous découvrez votre histoire. Puis ensuite, attends, je vais essayer d'arriver à ce truc-là et de le valider, même si j'ai pas réussi la dernière fois. Ah d'accord, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Oh waouh, nouvelle découverte, je découvre un nouveau pan de l'histoire. Ok d'accord, tac tac tac, et puis du coup, ainsi de suite, comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très cool. Les sensations sont vraiment très chouettes. Ensuite, on a du coup Vabank. Alors, c'est le seul jeu dans cette liste de Bruno Feduti. Pourquoi ? Parce que
je n'aime pas du tout la plupart des propos de Bruno Feduti, mais Vabank, il est fait par Iggy, on aime beaucoup les jeux, enfin j'aime beaucoup les jeux d'Iggy, et là, il n'y a pas de problème compliqué. Ça n'aborde pas de sujet complexe, c'est juste le casino, ça va. Donc, tout va bien. Vabank, pour vous dire, c'est un jeu de bluff et de prise de risque. Vous allez avoir en fait 2 grandes phases de jeu, enfin 3 grandes phases de jeu plutôt, dans une partie, et vous allez répéter ces phases de jeu 4 fois. Dans l'idée, vous allez avoir première phase de jeu, la mise sur les différentes zones. Vous allez avoir plusieurs zones de jeu au centre de la table, et vous allez pouvoir miser des jetons dessus. En gros, ça va faire augmenter la valeur de chaque zone. Pour chaque jeton qu'il y a dessus, ça augmente sa valeur. Ensuite, on va avoir une phase de pose de cartes, c'est-à-dire que vous allez poser en fait des cartes qui vont être soit une carte qui multiplie la valeur de cette zone par 2. S'il y en a plusieurs que plusieurs joueurs ont posé, ça fait ensuite x3, x4, x5, etc. Et ensuite, vous allez avoir une carte qui ne fait rien, qui est un bluff, et une carte qui est un piège. S'il y a un joueur qui va sur la zone après, alors qu'il y a un piège, c'est pas lui qui récupérera l'argent sur la zone, c'est vous. Une fois du coup que tout le monde a posé ses cartes, on va ensuite se déplacer et prendre son petit pion et le placer sur l'une des zones qu'on peut atteindre. On ne peut pas se placer sur n'importe quelle zone, donc du coup il va y avoir aussi des trucs à prévoir en se disant « Ah mais je vais augmenter cette zone-là parce que je vais pouvoir l'atteindre, etc. » Et donc du coup, vous allez avoir ce côté vraiment de prise de risque et en même temps, je vais lui bluffer ça parce que moi je vais le monter là alors que du coup ça fait que machin. Et donc du coup les gens tombent dans des pièges, on se pique de la thune, on se multiplie des résultats, etc. C'est hyper malin, ça marche très bien. Et en fait Vabank c'est un vieux jeu, c'est une réédition d'un vieux jeu. Et c'était vraiment très chouette. Franchement la partie que j'avais faite était vraiment très cool. Donc j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on a Escape the Dark Castle. Je vais le mettre dans le top 20 pour le moment. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de jeux. On va pas le dans le top 10 pour le moment. On verra après. Escape the Dark Castle, en fait, c'est un peu un jeu aussi d'aventure dont vous êtes le héros. Dont vous êtes les héros aussi. On peut jouer à plusieurs. Dans l'idée, vous allez en fait vous échapper d'un donjon. Et pour ça, il va falloir en fait révéler à chaque fois une carte qui est une situation. Soit vous allez faire des choix, soit il va falloir faire des jets de dés pour pouvoir savoir si vous réussissez ou non. Vous avez des combats de monstres, vous pouvez perdre de la vie, perdre du matériel, etc. Et après, vous avez toujours à la fin un boss à battre qui est différent. Cette année, Escape, il est sorti en France en décembre 2020, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Et même sorti en 2021. En tout cas, Maëludo m'indique 2021. Donc il a dû sortir tout début 2021. C'était assez plaisant quand même si évidemment très random. Mais ce côté de l'univers qui est assez chouette, ce côté développement, les dés sont beaux, en plus le matos c'est chouette. Franchement c'était assez plaisant comme aventure. Et avoir ces boss toujours différents, ça se renouvelait bien. Franchement j'aimais bien. Tu pouvais retrouver aussi des fois certaines salles, donc c'était cool parce que si tu t'en souvenais, t'avais cette petite satisfaction là. C'était chouette. C'était bien chouette. Ensuite on a Anime X Park. Anime X Park, il me laisse un petit peu moyen. J'ai l'impression que ça faisait longtemps. Et bien c'est en est passé des choses. Dans les contrées, tu recommandes avec quel type de livre? Première partie hyper décevante ici malgré l'originalité du jeu. Parce qu'on s'est pas planté une fois. Ah ouais? Ah ça c'est avec des livres, ça arrive. Mais je pense des livres très avec peu de décors ou comment dire, moins dans un univers marqué, c'est sympa. Je pense notamment Nanofiction par exemple,
qui est plein de petites nouvelles. C'était très différent, ça faisait vraiment un truc bizarre. Et on avait testé aussi avec la Maison des Feuilles, qui est vraiment un livre très particulier, et qui donnait une sorte de côté très bizarre à l'aventure. C'était aussi très chouette. Et j'ai joué dans un bouquin de jeu de rôle aussi. Ça s'était bien passé, il y avait eu quand même un peu de challenge. Donc en vrai, et puis après, je te conseille aussi, Tapis Volant, de jouer si c'était trop facile, de jouer avec les challenges. Tous ces petits trucs qui te demandent, si tu veux avancer plus vite, il va falloir chuchoter ou manquer des mots, etc. Ça marche très bien aussi. Mais la première partie, on s'est planté à chaque tour. Deuxième partie, on avait quasiment tout bon. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah effectivement, ouais. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Mais c'est, après, c'est le hasard aussi des illustrations hein, sur Nouvelle Contrée. Oui, voilà. Et c'est quand il y a des descriptions, ça aide vachement. Ouais. Du coup, Animix Park, j'y avais joué avec des auteurs de jeux. Et ça m'avait laissé un petit peu en mode c'est malin, mais j'y rejouerai pas beaucoup. Dans l'idée Animix Park, en fait, vous allez récupérer et poser des animaux sur. Vous allez poser des animaux en fait sur un plateau, enfin sur des zones quoi. Et en fonction de leur placement, ça va en fait vous faire gagner des points de victoire en fonction aussi des autres cartes que vous allez avoir devant vous. Si j'ai ma majorité par exemple de lions, c'est moi qui vais scorer les points sur les lions. Et les lions scorent en fonction de telle situation sur le plateau. Donc il y a ce côté, il faut bien gérer sa main pour essayer d'avoir les majorités. Et en même temps, il faut bien gérer les cartes sur le plateau pour pouvoir bien les faire scorer entre elles. Il y a ce double travail, c'est malin, mais c'est pareil, c'est un peu comme Gorinto. Il y a ce côté où tu fais toujours un petit peu la même chose à chaque partie. Et donc du coup, tu te dis pas, ah ça va se renouveler de fou, je vais y rejouer. En tout cas, quand tu... Après ça c'est une particularité, hein, c'est quand tu joues à beaucoup de jeux. Là moi c'est une situation où au final moi je joue à... je sais pas combien de jeux par... Enfin, on l'a compté, hein, c'est quasiment un jeu par semaine. Donc c'est pas pareil. Moi j'ai envie que ça se renouvelle. Et que j'ai envie de rejouer parce que c'est nouveau. Là du coup, j'ai moins ce côté-là. Après du coup par contre, il y a un gros côté... après calculatoire, on peut vraiment en faire un jeu de gros pro, je trouve. Et ça, c'est vraiment très malin. Première partie sur le livre Germinal avec de l'ancien français, donc le texte aspire rien. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, Germinal, j'avoue, c'est chaud. J'avoue, Germinal sur Nouvelle Contrée, c'est chaud patate. Ensuite, on a Little Factory. Alors, Little Factory, j'y ai joué à plusieurs. J'y ai joué aussi en solo. Alors, le solo, il est vraiment pas fou. Le concept de solo est vraiment pas dingue sur Little Factory. Ça tourne bien. Mais c'est pas aussi bien que pouvait l'être Little Town, par exemple. Il y a un truc sympa, mais pour moi, il manque d'un sel, il manque d'un truc. Notamment parce qu'on peut facilement s'entrebloquer. Et en même temps, s'il y a quelqu'un qui comprend bien et qui prend bien de la distance, ça peut être très violent. Enfin, pour moi, Little Factory, il a ce truc un petit peu limite sur le jeu que tu peux facilement prendre une grosse distance sur les autres joueurs et t'es imbattable. Parce que t'as les bâtiments rapidement et personne peut récupérer tes ressources. Ou à l'inverse, un truc où au final, toi en tant que joueur, tu peux facilement être bloqué. Et donc du coup, tu peux facilement t'ennuyer, donc c'est un peu dangereux. Mais après, c'était pas mauvais non plus. J'ai trouvé ça très posé, il faut jouer vraiment chill. Franchement, j'ai vu des parties où les gens jouaient vraiment comme des salauds et s'entrepiquaient les trucs. C'était assez violent. Hein. Mais bon, voilà, je trouve que c'était... Voilà, ça a passé. Ça a passé. C'était pas mauvais, hein, mais ça a passé. Ça fonctionne quand même bien, hein, la mécanique, elle est maline. Mais il manque d'un truc. Il manque d'un truc. C'était pas un j'aime beaucoup, c'était pas un coup de cœur, c'était ça passe. Pareil aussi, qui passe bien, et je pense que même malgré tout, j'hésite à le mettre, voire dans le top 10. Mais c'est Ringmaster, et pourquoi je le mettrais dans le top 10 ? Parce qu'on a rarement des jeux comme ça. En ce moment, c'est quand même très bien d'avoir un jeu, nous on le sort facilement, c'est hyper pratique.
C'est un jeu avec vraiment une cinquantaine de cartes, même pas. Dans l'idée, tout simplement, à votre tour, vous piochez une carte, vous jouez une carte devant vous. Ces cartes, vous pouvez les jouer aussi devant les autres joueurs. Ces cartes, elles vont vous apporter soit des bonus, soit elles vont faire des malus aux autres joueurs. L'idée, c'est que vous gagnez la partie avec des cartes qui vous font gagner. En fait, il y a des cartes qui vous demandent, par exemple, le cirque à 3 pistes. Avoir 3 cirques à 3 pistes, ça vous fait gagner. Vous avez aussi le chapiteau qui vous demande d'avoir des attractions, etc. etc. Donc il y a vraiment ce côté de c'est le combo, c'est taquin, on s'embête, ça se joue vite, ça se sort vite, ça s'enchaîne. J'avais bien aimé. Vraiment ce truc là j'avais bien aimé. Pour le moment on le met dans le top 10, on verra s'il bougera plus tard. Mais vraiment c'était assez cool Ringmaster. Ensuite on a Trek 12 Amazonie. C'est vrai que c'était bien aussi, hein. On va le mettre dans le top 10, Trek 12 Amazonie. Alors pour rappel, Trek 12, si vous ne connaissez pas, un jeu de roll and write. Vous avez des dés, 2 dés, on les lance, ça vous fait 2 valeurs, et tous les joueurs avec ces 2 valeurs affichées vont devoir mettre sur leur grille de score personnel soit la plus petite valeur, soit la plus grande, soit l'addition, soit la soustraction, soit la multiplication. L'idée c'est de faire soit des suites, soit des chiffres identiques côte à côte. Et ça vous fait des points de victoire en fin de partie. Par contre attention, c'est un jeu évolutif, c'est-à-dire que si vous remplissez certaines conditions, par exemple dans Trek 12 Amazonie, la première enveloppe que vous pouvez ouvrir, c'est pas un spoiler, c'est qu'il faut du coup faire 12 observations. Donc notez 12 fois l'une des 3 valeurs qui vous fait des points en bonus durant cette partie. Si vous le faites, vous ouvrez une enveloppe, ça vous fait une nouvelle grille de score, une nouvelle manière de jouer, des petits changements de cartes, etc. En fait, ça marche beaucoup mieux que Trek 12 Himalaya. Trek 12 Himalaya, les bonus, enfin les évolutions, étaient un peu limites et voire se ressemblaient beaucoup. Là, dans Trek 12 Amazonie, on a vraiment une grosse évolution et des gros changements. Et je trouve ça très cool. Il y a vraiment ce côté de le jeu, il change. Et tu changes ta manière de réfléchir dans le jeu. Et ça, vraiment, ça marche vraiment très bien. C'était vraiment très cool. Petit bémol peut-être, c'est le manque d'interactivité, donc c'est pas le coup de cœur non plus, hein, mais c'était vraiment très bien. Ensuite, on a Fantasy Realms. Fantasy Realms, c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a Red Rising qui est pour moi mieux. Et surtout, Fantasy Realms, c'est un gros défaut et un gros truc très sale qui a un énorme sexisme de mort dans le jeu. Donc, pour moi, c'est rédhibitoire. Il perd automatiquement des possibilités. Même si Fantasy Realms c'est un bon jeu, ce sexisme-là, il est violent. Mais sinon, très simple à jouer, hyper efficace, hyper malin. C'est franchement très pur et très efficace. Dans l'idée, vous avez une main de 5 cartes. À votre tour, vous pouvez soit piocher une carte et vous défausser d'une carte, soit prendre une carte de la défausse et vous défausser d'une carte. L'idée, c'est que quand il y a 10 cartes dans la défausse, vous scorez les points de victoire en fonction de vos cartes, tout simplement. Et du coup, il y a plein de cartes qui interagissent entre elles, etc. Il y a plein de petits combos, il y a plein de petits trucs. C'est très malin. C'est très très malin. Ensuite, on a Seven Wonders Architect. Pareil, il est dans le top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a encore de la place. Seven Wonders Architect, donc c'est la version familiale de Seven Wonders. J'ai assez peu joué à Seven Wonders et Seven Wonders Duel parce que je jouais beaucoup moi avec des gens qui connaissaient déjà le jeu. Et donc du coup, tu vas avoir un top 10 avec 25 jeux dedans. Non, parce que du coup, s'il n'y a plus de place dans le top 10, certains jeux du coup seront relégués, tout simplement. Mais donc du coup, Seven Wonders Architect, l'idée c'est vraiment d'avoir Seven Wonders en beaucoup plus accessible. Et aussi en beaucoup moins violent en termes de connaissance des joueurs, je trouve. Dans le sens où, voilà, comme je disais, Seven Wonders et Seven Wonders Duel, moi j'y ai pas joué parce que si j'y joue avec des gens qui ont déjà pas mal joué. Ce qui fait que c'est un peu violent l'écart entre les joueurs, alors que là, c'est beaucoup plus chill, on peut jouer à beaucoup sans que ce soit trop chiant. Les tours de jeu sont un peu longs quand on commence à jouer à 6. Mais sinon ça tourne très bien, c'est très pur, très efficace. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, c'est très appréciable. Je pige pas trop ton top, tu as déjà 8 jeux.
dans le top entre 4 et 10. Ah, mais oui, il n'y a pas 10 jeux dedans. Ah bah oui. Eh, je suis con, moi. Ah ouais. Là, ici, il faut qu'il y en ait que 7. Donc, il faut qu'on vire un jeu. Bah, je pense qu'on va virer Escape the Dark Castle. Et qui va passer dans le top 20. Parce qu'il est bien, mais il manquait d'un truc, il se renouvelait bien, il y avait un peu trop de hasard aussi. C'est surtout ça. Ah non, mais on va devoir reléguer d'autres trucs. Oh non, non. Oh là là, attention, ça va bouger là. Parce que Codex Naturalis, c'est pareil. Codex Naturalis, qu'est-ce que c'est bien. Mais est-ce que ça mérite d'être dans le top 3? Je suis pas sûr, hein. Non, est-ce qu'il y aura d'autres jeux dans le top 3? Déjà là, je les vois. Donc Codex, on le met là. Et on va peut-être descendre, bah du coup, Ringmaster, parce que c'est pas non plus un jeu qui casse 3 pattes à un canard. Ça se sort bien, ça se joue bien, mais c'est pas non plus, on va pas renouveler le monde du jeu de société. Codex Naturalis, du coup, jeu de société qui est un peu plus un jeu de casse-tête, qui se joue bien à 2, qui se joue bien jusqu'à 4 aussi. Dans l'idée où du coup vous avez en fait chacun votre petite carte centrale avec du coup des petits coins. Vous allez pouvoir poser d'autres cartes dans chaque coin. Ces cartes elles ont aussi des symboles qui vous permettent du coup de jouer des cartes qui ont des conditions de symboles. Par exemple, il y a des cartes qui vous demandent d'avoir 3 feuilles et une tête de loup face visible sur vos cartes déjà posées. Ça vous fait des points. Celles-ci elles vous font des points de victoire et vous avez des petits objectifs personnels aussi à réaliser à la fin de la partie pour gagner des points de victoire supplémentaires. Donc il y a vraiment ce côté de c'est le petit casse-tête, on essaye d'optimiser ces trucs, et en même temps on peut se taquiner un petit peu parce qu'il y a un marché commun pour récupérer les cartes. Donc on peut piquer des cartes aux autres. Il est vraiment trop bien Codex. Ouais, Codex est vraiment très très bien. Le top 10 va encore bien bouger, je l'annonce. Oui, non mais oui. Il va bien bouger, vous en faites pas. Ça, c'est clair. Ah non mais il y a eu trop de jeux bien là, il y a eu trop de jeux bien récemment. Notamment Stella. Stella, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais de là à le mettre dans le top 3. Ah, je sais pas. Oh, ce petit cri là. Non, allez. Top 10. Et donc, du coup, on va reléguer. On va reléguer quoi? Oh, c'est dur. Je pense qu'on va reléguer. Non, on va reléguer quoi? Trek 12 Amazonie? Que ça manque peut-être d'interactivité? Non, parce que le côté évolutif est trop chouette. Non, allez, Trek 12 Amazonie. Vabank, tu le laisses dans le top 10? Pour le moment, oui. Ça risque de bouger après parce que j'hésitais entre lui. J'hésitais entre les deux, entre Vabank et Trek 12 Amazonie. Pour vous dire. Du coup, Stella. Stella, c'est la nouveauté de chez Libellud qui est sortie la semaine dernière. Changer la catégorie top 10 en top 15, c'est ça le bon play. Non, non, non. Non, non, respecte l'ordre, c'est très important. Mais du coup, Stella, c'est la nouveauté du coup de chez Libellud, qui est dans le Dixit Universe. C'est comme le Marvel Universe, sauf que c'est avec des cartes de Dixit. En gros, vous pouvez utiliser vos cartes de Dixit pour jouer à Stella et inversement. Vous pouvez utiliser les cartes de Stella pour jouer à Dixit. L'idée, en fait, c'est que au lieu que dans Dixit, un joueur choisit une carte et faut se cacher dedans, etc. Là, en fait, toutes les cartes sont visibles au centre de la table et faut parier. C'est-à-dire que il faut se dire, par rapport à un thème qui est en commun à tout le monde, par exemple Capitaine, on va avoir un truc de se dire, ah, il faut que je trouve des images en commun avec d'autres joueurs. On peut miser juste sur 10 cartes maximum pour avoir des points communs. Par contre, faire attention, si on est trop gourmand et qu'on sélectionne trop de cartes par rapport aux autres joueurs, si on fait une erreur, on va perdre beaucoup de points. Donc c'est une prise de risque importante. Ensuite, par contre, une fois que tout le monde a choisi et tout le monde a dit combien de cartes il a sélectionné, on va choisir à chaque fois une carte en disant « Moi, j'ai coché cette carte-là ». Si il y a une carte en commun avec plusieurs joueurs, ça vous fait 2 points de victoire. Si une carte en commun avec un seul autre joueur, ça vous fait 3 points de victoire. Par contre, si vous avez des cartes en commun avec aucun joueur, vous chutez, vous ne marquez pas de points de victoire et vous ne pourrez plus marquer de points de victoire pour le reste de la manche.
Une fois que tout le monde a sélectionné ses cartes ou que tout le monde a chuté, on passe à la manche suivante, on vire 5 cartes, on en remet 5 nouvelles et on est reparti. Stella, ça m'énerve car je trouve pas la mécanique hyper innovante, mais c'est tellement efficace que je peux rien dire, il est trop cool et en plus le 2 cartes à la Dixit c'est top. Mais voilà, et c'est pour ça, il est hyper simple en fait, et il est peut-être trop simple par rapport à ce qu'on se dit en innovation. On se dit, en fait, on aurait pu l'inventer 30 fois ce jeu là, mais en fait ça marche bien, et ça marche trop bien, et c'est cool, et ça se joue bien, et je préfère beaucoup Stella à Dixit alors que j'ai horreur de Dixit. Donc franchement, bravo pour Libellule, parce que Stella c'était vraiment très très bien. Ensuite on a Oltré. J'espère que t'as un top 10 dans un monde parallèle. Non mais on va bouger les trucs, ce sera relégué, voilà. Parce que c'est vrai qu'Oltré c'était très bien aussi. Hein. Oltré on y a joué la semaine dernière. Et top 3, top 10. On va le mettre dans le top 10 et on relègue Vabank du coup. Donc, Oltré dans l'idée, carrément mieux que Dixit, bah voilà, on est d'accord. Oltré du coup dans l'idée c'est un jeu coopératif, un petit peu narratif, dans l'idée où vous allez en fait devoir gérer des événements, gérer des ressources, mais aussi vous avez toute une histoire qui va se dérouler au fur et à mesure de la partie. L'idée c'est qu'il va falloir en fait protéger votre fortin, votre satrapie, de problèmes réguliers qui arrivent. Il faut l'améliorer aussi pour pouvoir vous empêcher du coup de se retrouver dans une situation complexe, mais aussi vous avez une sorte d'histoire de campagne qui se déroule durant toute la partie avec des événements récurrents, et il va falloir essayer de les résoudre au fur et à mesure pour éviter qu'on ait des malus pour la suite. Non. L'idée, c'est vraiment d'avoir une catégorie avec un top, etc. Donc pas de S, A, B, C, D, E. Non. C'est des tops. Et c'est très important. Très important. Donc Oltré, moi j'avais beaucoup aimé parce que il y avait vraiment ce côté très chouette de la narration, et en même temps la gestion des ressources, le développement. Ah mais attends, parce qu'il y a tel problème ici, donc il faut le résoudre. Ah mais en fait il y a tel morceau de la campagne, machin. Ça tourne hyper bien, c'est hyper malin. Et on sent le développement. En plus le jeu est hyper beau, hyper bien pensé matériellement. Donc vraiment, ça c'est vraiment top. Je sais pourquoi je le mettrai pas dans le top 3, et vous verrez pourquoi après. Mais pour moi, c'est vraiment très cool. Bon courage alors. Je vais m'en sortir, vous en faites pas. Je suis un grand garçon. Living Forest. Living Forest. J'hésite à le mettre ici, mais si je le mets là, je ne sais pas qu'est-ce que je remplace. Je pense qu'il ira directement dans le top 20. Ou sinon, il remplace Cartaventura. Est-ce que Living Forest remplace Cartaventura ou va directement dans le top 20? Je pense qu'il va dans le top 20 directement, Living Forest. Living Forest, pour rappel, jeu de deck building, mais qui mélange aussi le stop ou encore. Dans l'idée, vous allez avoir en fait chacun votre deck de départ. Vous pouvez piocher autant de cartes que vous voulez, les unes après les autres. Par contre, il faut faire attention, si vous avez 3 symboles animal solitaires, vous devez vous arrêter. Et par contre, vous ne ferez qu'une seule action à votre tour, au lieu de faire 2 actions. Les actions, ça peut être éteindre des incendies, récupérer des cartes, récupérer des arbres qui vous apportent des bonus. Éteindre des incendies, ça vous évite d'avoir des malus, et ça évite aussi les autres joueurs d'avoir des malus, donc il faut faire attention. Et vous pouvez aussi vous déplacer sur un petit plateau pour aller embêter les joueurs et faire des actions bonus. Dans les deux cas, les deux risquent d'y aller peut-être. Living Forest, en fait, moi le truc que j'avais bien aimé, c'est ce côté deck building. On peut faire plein de trucs et on a plein de manières de gagner différentes. Par contre, pour moi, il y a un gros problème, c'est que Living Forest, c'est un 2-4 joueurs. Sauf qu'en fait, c'est pas hyper fou à 2. À 2, c'est pas dingue. Après à 3 ou 4, ça peut devenir un peu trop politique sur certains points. La gestion du feu est hyper chiante,
parce que du coup, non mais éteins le feu, parce que du coup je te laisse cette carte là, enfin, c'est pas fait pour, on sent que le jeu est pas fait pour ça, et en même temps t'as facilement envie de le faire, et je sais pas, il y a un truc qui me... on a joué seulement à deux et on aime beaucoup. Ah ouais, parce que je t'avoue, Do Dupont, ouais, nous, quand on y a joué, il y avait vraiment ce côté de... Il y en a un qui prend de l'avance, et il est imbattable en fait. Si personne... Enfin, si l'autre joueur n'interagit pas avec lui sur un point, et donc du coup, en fait, tu vas jouer que sur un seul endroit du plateau, bah du coup, tu peux pas trop, tu peux pas trop te développer, quoi. C'est un peu... En fait, le truc, c'est un peu ça, c'est ce côté de... S'il y en a un qui se développe sur un truc, t'es obligé de le suivre et de faire la même chose que lui quasiment. Et c'est un petit peu chiant. Donner cette même info chez un monde de jeu, bah voilà. Ensuite, on a Calico. Alors, Calico, c'était sorti à la toute fin d'année 2020, si je me rappelle bien. Ça faisait longtemps. Oh là là, j'avais les cheveux courts. Martin a trop ramassé sur le feu dès le départ, c'était fini. Ouais, c'est ça. On va le mettre pour le moment dans le top 20, mais je pense qu'il sera rapidement relégué au top 30. Parce que Calico, c'était bien, mais... et c'est joli. Mais il y a un côté un petit peu comme Gorinto, ça se renouvelle pas hyper bien. Alors là, Calico, le thème est chouette, et puis les tuiles ils sont sympas, les objectifs sont cool. Ça se renouvelle un petit peu, mais c'est vraiment le côté du... Au final, c'est un jeu de très gros casse-tête. Tu peux jouer, enfin tu joues tout seul quasiment. Il y a très peu d'interaction avec l'autre joueur. En fait, c'est voilà, c'est un jeu abstrait avec très peu d'interaction avec l'autre joueur. Et ça nous avait quand même assez plu, parce que c'était sympa. Mais est-ce qu'on y rejouerait? Ouais. On n'était pas en mode « Ah ouais, là franchement, on va y rejouer plein de fois, etc. » Donc voilà, c'était... Ouais, ça passait, tu vois. C'était vraiment ce côté de c'est sympa, mais sans plus. Et on n'y rejouera pas, mais ok. Ensuite, on a Chronicle of Crime 1900. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis, mais je vais le mettre en top 30 directement. Voire il sera peut-être relégué, on verra plus tard. Mais je sais voir les qualités de Chronicle of Crime. Mais franchement, Chronicle of Crime 1900, c'est comme Chronicle of Crime, avec un petit truc en plus. Calico, c'est le genre de perso bien mignon, mais qui se fait buter au début d'une série. C'est un peu ça, ouais. Mais Chronicle of Crime 1900, c'est comme Chronicle of Crime qui est sorti il y a déjà plusieurs années. Ça se renouvelle pas, on rajoute un tout petit peu de trucs d'emboîtage, de petites réflexions à avoir, et en fait c'est pas bien fait et c'est pas ouf. Chronicle of Crime, pour moi, c'est pas un jeu de société. En fait, c'est un peu triste à dire, mais pour moi, Chronicle of Crime, c'est un point and click d'enquête. Et en fait, si ça sortait en jeu vidéo indé à 15 balles, ouais, c'est cool. Sauf que le truc, c'est qu'il coûte 30 balles. Enfin, en tout cas, pas loin, quoi. Et coucou Zoidberg. J'espère que tu vas bien. Et du coup, je trouve que c'est pas fameux. Peut mieux faire, en fait. C'est un peu frustrant pour ça. J'aime beaucoup les jeux d'enquête. J'en ai joué à beaucoup en live. On a joué, par exemple, à Detective, Vienna Connection. On a joué aussi, du coup, à Chronicle of Crime premier du nom, qu'on avait bien aimé. Enfin, que j'avais bien aimé. Et ici, ça va très bien. Je sors du lit, là. Ah oui. Belle grasse mat. C'est très sympa. Un petit peu de repos. Toujours du plaisir, ça. Et du coup, on avait aussi joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, que j'avais moins aimé. C'était moins mon style, c'était moins mon style perso. Mais voilà. Et Chronicle of Crime 1900, je trouve que c'est fainéant, en fait. C'est surtout ça. C'est bien, mais c'est fainéant par rapport à ce qui existait déjà. J'ai pu tester Red Rising, pas fan. Ah d'accord, intéressant. Ensuite, on a Clank Legacy. Et ça, pour moi, je pense que ça va dans le top 3. Pour moi, de l'année. Parce que Clank Legacy, c'est vraiment une aventure très chouette. On n'a pas encore fini avec la régie, mais on a bientôt fini. Il nous reste 2 scénarios, un truc comme ça.
Et je trouve que c'est hyper malin en jeu Legacy. Parce que c'est compétitif, mais en même temps, tu as envie aussi de coopérer parfois pour certaines conditions. Et en même temps, tu vas résoudre plein de quêtes durant l'aventure, enfin durant l'histoire. Et donc du coup, tu débloques des trucs. Et ça te fait ta petite narration. Et le jeu, il évolue durant la partie. Enfin, je trouve qu'il se passe en fait, il se passe plein de choses. Et c'est fluide, et c'est malin. Et l'univers, il est sympa. Il casse pas trois pattes à un canard parce que c'est du médiéval fantastique avec une petite surcouche de capitalisme sur les bords critiques. Donc quand même c'est marrant. Donc voilà, il y a ce côté de ce duo qui marche bien. Enfin je trouve que ça fonctionne très bien. Et en jeu Legacy c'est très chouette. Parce que c'est pas un jeu Legacy où le Legacy se fait entre les parties. Tu conseilles quoi pour acheter un Clank Legacy? Acheter à plusieurs c'est chéro quand même pour un jeu. Alors effectivement ouais, l'idée c'est de l'acheter du coup avec du coup que les 4 joueurs se le partagent en termes de prix et que du coup comme ça vous fait votre équipe à jouer. Et en plus comme ça, ce qui est bien en fait dans ce genre de jeu, c'est que si tout le monde l'a payé, tout le monde est engagé à finir. C'est bête hein, mais vu que tout le monde a mis son denier, t'as envie de te dire bon, quand même j'ai mis les sous dedans, faut qu'on le finisse quoi. Donc voilà, c'est pour ça c'est cool aussi. Ensuite on a Dagda. Alors Dagda, c'est un jeu de la gamme Pretend Playtime de Superlude. Je vais le mettre dans le top 45. C'est triste hein, parce que j'aime beaucoup Superlude. Mais Dagda, vraiment, c'était pas fou. C'était pas fou. Il y avait pas mal de hasard. C'était, en tout cas à deux c'était vraiment random. Il y avait vraiment des trucs trop désagréables. Le concept était sympa, hein, l'idée de base était sympa, mais il y avait vraiment des trucs où tu étais en mode je sais pas trop pourquoi je fais ça. Enfin, ça m'a pas parlé du tout. Et c'était pas fameux, je trouve. Ensuite, on a Verona Twist. Verona Twist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, hop, on le met dans le top 20 pour le moment. Je sais pas s'il sera pas bougé. Mais Verona Twist, c'est un mélange en fait entre un jeu abstrait et un Mr. Jack. Dans le sens où en fait l'idée c'est que vous avez du coup 2 rôles. Capulet qui doit trouver parmi les personnages qui sont Roméo et Juliette, et la nourrice qui doit cacher Roméo et Juliette. Tour de jeu ça va être très simple, vous allez déplacer chacun un personnage jusqu'à déplacer tous les personnages une fois. Les personnages ont des déplacements différents, un petit peu comme des pièces d'échecs. Il va y avoir des diagonales d'autant de cases que vous voulez, des diagonales que d'une case, mais aussi des verticaux et horizontaux d'autant de cases que vous voulez, et pareil que d'une seule case. Un mouvement comme le roi, un mouvement comme la reine aux échecs, et un mouvement où un jeton se saute par-dessus. Normalement j'ai tout dit, j'en ai peut-être oublié un. J'en ai peut-être rajouté un, c'est pas grave. Dans l'idée du coup c'est que une fois que tous les déplacements sont faits, la nourrice va dire si Roméo et Juliette sont dans la même zone, parce qu'il y a 2 zones, il y a la cour intérieure et la cour extérieure du plateau. S'ils sont dans la même zone ou s'ils sont dans des zones différentes. En fonction de l'annonce, ça va mais je dois avoir des soucis de sommeil. C'est juste que j'aime pas rater les lives, je pensais être réveillé, pas de soucis. C'est marrant je trouve, je préfère à Mr. Jack je pense. Ah ouais d'accord. En fait, le truc du coup de Verona Twist, c'est que du coup, en fait, au final, voilà, la nourrice dit si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Si c'est en fonction de ça, ça élimine des pistes. À la fin, il faut qu'il reste qu'une seule piste pour Capulet pour qu'il gagne. Sinon, il faut du coup que la nourrice survive 7 tours. Ça marche bien, ça marche vraiment bien. Mais effectivement, encore une fois, il manque peut-être un petit peu un twist, un changement de plateau. Un truc qui fait que tu puisses pas déplacer certains personnages parfois, des choses comme ça, je sais pas. Il manque un petit truc, un petit sel qui fait que tu as envie de rejouer et que tu sais que ça sera différent. Là, j'ai un peu peur que ce soit tout le temps pareil. C'est un peu le souci. Bah, le twist, il est dans le titre. Non, un twist mécanique. Ensuite, on a Dragon Park. Alors, Dragon Park, on va le mettre dans le top 45 parce que vraiment, ça fonctionne. C'est pas fameux, quoi. Dragon Park, c'est comme du coup Draftosaurus. C'est fait par le même éditeur, mais c'est avec des cartes transparentes.
Et notamment, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est que l'éditeur n'a pas prévenu la team Kaedama qu'ils allaient faire un jeu qui ressemble vachement. Alors que c'est le même éditeur. Un peu embêtant. Mais Dragon Park, c'est vraiment le draft pour les gamins. Et c'est pas fameux. C'est mignonné. Comment ça, c'est comme Drafto? Bah, c'est un jeu de draft hyper simple. Avec un peu d'interactivité, mais pas trop. De placement de dragons dans des zones de parc. Et c'est en Kama Games, tout à fait. Et c'est comment dire. Et les interactions, c'est un petit peu genre, y a des œufs, il y a des dragons méchants. Enfin, il te faut des œufs à certains endroits, il te faut des dragons, il te faut pas de dragons, etc. T'as des petits objectifs. Enfin, tu peux avoir des visiteurs et en perdre, etc. Ils ont pas été transparents, c'est un peu ça le souci. Donc en fait, ça se ressemble beaucoup. C'est des thèmes très proches. Et ils ont pas prévenu les auteurs pour ça. Et c'est un peu bof. En comportement, c'est pas fou. Et du coup, le jeu est pas dingue non plus. Donc voilà, top 45. Pas comme le jeu, effectivement, parce que le jeu, lui, a des transparents par contre. Pareil aussi, les transparents, au bout d'un moment, tu vois plus rien, c'est un peu dégueu. Ils sont pas fous, en plus, il y en a qui sont déjà rayés et tout. Crime Zoom. Oula, Crime Zoom, c'était bien ça. Et bah, Crime Zoom, on va le mettre dans le top 10. Et il va, du coup, Carte Aventura passe ici. Sauf que le souci, c'est qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Pour le moment, tout va bien. Inch'Allah, on tient le coup. Crime Zoom. C'était vraiment très chouette, Crime Zoom. J'aime beaucoup, du coup, aussi l'auteur Stéphane Anctil. Qui, en fait, en gros, l'idée, c'est que vous avez un jeu d'enquête en 54 cartes. Et en fait, ces cartes, ça fait des scènes de crime. Vous allez avoir des gens, des scènes de crime à révéler, à essayer de fouiller pour pouvoir... non, parce que top 20, il t'en faut que 17. 7, je veux dire. Bah non, il m'en faut 10. Regardez, on est à 3 et 7, 10. Plus 10, 20. C'est bon, c'est pas un top 17, c'est un top 20. 3 et 7, 10, et 10, 20. C'est bon. Donc du coup, vous allez fouiller des scènes de crime, suivre des pistes, enquêter. Mais par contre, le truc, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous explorez tout, soit vous arrêtez avant pour vous dire « Ah, je vais essayer de faire plus de points que le jeu me le demande. » Et essayer de battre des scores. Donc c'est un peu sympa parce que des fois t'as envie de te dire j'ai envie de m'arrêter avant pour pouvoir essayer de dire ma théorie avant et gagner des points et tout. Sauf que des fois du coup tu pars sur une mauvaise piste et tu te fais bait et tu te fais piéger. Et les enquêtes sont hyper bien écrites, je trouve hyper malines. Peut-être sa dernière carte j'ai trouvé un peu moins bien écrite. J'ai beaucoup aimé moi du coup Oiseau de Malheur et No Fuzz parce que ils étaient très contemporains. Et j'ai très hâte de la suite parce qu'il va y en avoir un en Crime Zoom en mode comment dire, pixel art. Et j'ai très hâte parce que j'adore le pixel art. Donc, Crime Zoom, top 10, c'est sûr. Dice Quest, c'était sympa. On va le mettre dans le top 30 parce que j'y rejouerai pas non plus des masses. Mais parce que très faible interaction entre les joueurs. Et puis c'est pas non plus, ça se renouvelle pas de fou. Mais il y avait un concept très sympa qui était la création de donjons aléatoires. En gros, vous allez explorer un donjon. Et avec votre personnage, vous allez du coup tuer des monstres, récupérer des trésors, etc. Le truc, c'est que vu que le donjon est aléatoire, il va y avoir des petites surprises, des petits twists, etc. Donc en vrai, ça marche bien cette génération de donjons. Mais après, au final, c'est quand même qu'un jeu de dés, de déplacement et de récupération. Enfin, c'est un roll and write pas fameux non plus. Il y avait juste cette petite idée-là qui était sympa. Mais sinon, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, en plus, il coûte pas cher. Hein, c'est chez Cosmoduck. C'est sympa. C'est sympa.
Ensuite, on a Fragment. Alors, Fragment, faudrait le mettre dans le top 20, je pense. Je le mettrai pas dans le top 10. Il ira dans le top 20. Et il ira bien dans le top 20. Genre, assez bien placé. Et du coup, on va redescendre, je pense, Calico. Calico ou Animix Park. Je pense que je vais préférer quand même Animix Park à Calico. Donc, Calico. Voilà. Du coup, pourquoi Fragment ici? Parce que Fragment, du coup, jeu narratif. On crée une histoire ensemble. L'idée, c'est que vous allez avoir deux thèmes, soit post-apocalyptique, soit super-héros. Et en fonction du pitch de départ, vous allez créer une histoire ensemble avec à chaque fois des petites cartes qui vont vous demander d'aborder un sujet ou de continuer l'histoire par rapport à tel point. Du coup, c'est à chaque fois un mot qui vous fait aborder le sujet. Vous avez chacun votre petit personnage que vous créez au début de la partie. Ça marche bien. Par contre, pourquoi il n'est pas dans le top 10? Parce que je pense qu'il manque... en fait, il y a plein de petites choses, mais il manque beaucoup de cartes de départ. Parce que du coup, c'est le cadre de départ qui dirige toute ta narration. Et vu qu'il n'y en a que 4 dans chaque partie, donc tu en as 8, bah, c'est un peu dommage. Parce que j'aurais bien aimé peut-être plus de diversification. Du coup, pas que super-héros et post-apo, mais peut-être 8 différents vraiment. Plutôt que du coup d'avoir ce côté-là. Après, voilà, c'est perso, hein, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de ça. Et puis après, le côté narratif, tu peux pas le sortir avec tout le monde. Donc moi, c'est un peu le souci aussi, c'est que je sais que je pourrais pas jouer avec n'importe qui à ça. Donc voilà. Oh, ensuite, on a un gros jeu là, Happy City. Alors, c'est pas un gros jeu en lui-même. Hein. Oh non, 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 pas top 45, n'importe quoi. Happy City est très bien. Pas sur tête tout le temps, mais je me suis bien marré sur Fragment. Mais voilà, c'est ça. C'est qu'il est chouette, hein. Il est bien. Hein. D'ailleurs, tous les jeux qui sont ici sont bien. Hein. Mais franchement, j'y rejouerai pas hyper régulièrement. Qu'est-ce que je vais virer dans ce top 10? Je préfère Codex et Little Factory à Happy City. Ah ouais? Ah ouais, étonnant. Ah ouais, Little Factory, c'était moins ma cam. Moins ma cam perso quand même, Little Factory. Mais qu'est-ce que je vais virer là-dedans? Qu'est-ce qu'on va descendre? Tout est bien, c'est dur. Peut-être qu'on va descendre Fantasy Realms parce qu'il est sexiste. Et que du coup, ça lui fait perdre vraiment sa place de jeu bien. Et après, on pourra descendre un top 20, ouais. Ou Get on Board. Ah, Fantasy Realms peut-être. Oh là là, les arguments, bah quoi, c'est vrai, il est sexiste, hein. C'est un gros point négatif, hein, c'est pour ça qu'il est pas dans le top 3 déjà. Hein. Pourquoi sexiste? Parce que Roi 8, Reine 6, non. Parce que Reine gros sein, Élémental d'air gros sein, Guerrière gros sein et armure moulante. En gros, tous les personnages féminins ont des gros seins et les mêmes tronches, alors que bizarrement, les hommes sont comment dire, avec des morphologies, des âges différents, etc. Cancel culture. Ah, t'as bien fait de l'écrire comme des selles, dis donc, ce truc-là. Ils sont plus diversifiés, en fait, effectivement, que les personnages féminins, qui sont tous des personnages à gros seins. En plus que la princesse synergise évidemment avec les licornes. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui transpirent le sexisme. Et en 2021, c'est plus possible. Donc effectivement, Fantasy Realms, tu passes dans le top 20. Chez. Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans le top 30? On va mettre peut-être Animix Park. Non, Little Factory. Parce que c'est vraiment... Moi, ça m'a pas parlé du tout. D'ailleurs, hop, top 30 direct. Le jeu est très bon, hein. Mais le sexisme et les illus dégueulasses, moi, c'est pas possible. En même temps, ça va sûrement faire plus transpirer. Oh là là, quel enfer. Et du coup, Happy City, pourquoi je le mets en top 10? Parce que pour moi, c'est vraiment un jeu qui se sort hyper bien dans plein de situations.
Escape à la place? Ah. Bon, je pense qu'ils vont se rejoindre à un moment donné, mais on peut mettre Escape the Dark Castle peut-être. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. Ah, je pense non, je mettrai quand même Little Factory parce que... Ah, mais il y a de belles synergies, allez... Ringmaster. Lequel je trouve vraiment le plus de défauts? Je dirais quand même peut-être Escape the Dark Castle ou Little Factory. Pas Ringmaster. Ah, c'est vrai que Verona a les mêmes défauts, effectivement. Est-ce que j'y rejouerai avec plaisir? Bof. Ah, mais bah, du coup, non, plutôt Little Factory, du coup. Si on prend cet argument-là, franchement, Little Factory, j'y rejouerai pas avec grand plaisir. Donc voilà. Mais du coup, Happy City, en fait, vous avez une ville à créer avec des habitants qui sont heureux. Donc à la fin, vous allez multiplier votre nombre d'habitants par le nombre de cœurs que vous avez sur vos bâtiments. Tour de jeu, très simple. Au début, vous faites vos revenus, ensuite vous révélez des bâtiments jusqu'à ce qu'il y en ait 3 au centre de la table, et ensuite vous achetez un bâtiment, soit parmi les 3 que vous avez révélés, soit parmi les bâtiments qui sont fixés au début de la partie, donc comme certains bâtiments de logement par exemple. Je sais pas si on rangera de 11 à 20, on verra. Vous pouvez aussi récupérer des petits bâtiments spéciaux qui vous apportent des gros bonus et des petits effets un peu twist. Mais aussi, moi, ce que j'aime beaucoup du coup dans Happy City, en plus de ce twist des bâtiments spéciaux, c'est le fait qu'on peut créer des blocages. Ah, toi, t'es en train de faire comme ça? Et tu essayes de choper ça? Ah, du coup, je vais prendre ça et je vais révéler des cartes où tu pourras pas l'avoir, ce truc-là. Et d'avoir ces côtés blocage, on va s'embêter, etc. Les revenus, c'est au début du tour de table. Oui, mais enfin, c'est pareil. C'est pour que ce soit plus rapidement clair pour les gens. Pour présenter rapidement. Mais dans l'idée, du coup, on va pouvoir se bloquer, on va pouvoir s'embêter. On connaît un petit peu les ratios d'apparition, mais pas trop. Et en même temps, il y a ces petites cartes spéciales qui font des bonus. Ça marche bien à 2, ça marche bien jusqu'à 5. Franchement, Happy City, pour ça, c'est cool. Et j'ai pas mal joué à Happy City. J'avais beaucoup aimé. À chaque fois, les parties... Un jeu de Bruno dans le top 20, ouais. Ouais, va banque. Va banque. Parce que Iggy Harry. C'est plus pour moi Iggy Harry que Bruno Feduti. Et voilà. Tu joues à beaucoup de jeux quand même. Bah oui, 45 nouveaux jeux. Sur un an. En un an. Pas mal, hein. Ensuite, on a Under Falling Sky. Under Falling Sky, je pense qu'on va le mettre dans le top 20. Et donc, du coup, on va mettre Escape the Dark Castle ici. On va mettre dans le top 30. Donc, Under Falling Sky... c'est un jeu solo de chez Yellow. Dans ce côté, effectivement, en fait, où vous allez, en fait... De 2 Bruno, même. Oui, tout à fait. Du coup, Under Falling Sky, jeu solo, qui peut être aussi joué à plus, même si c'est surtout un jeu solo. De lancer des, de placement et ensuite de gestion un petit peu d'évasion extraterrestre. En gros, vous allez, en fait... Quand vous allez placer des dés, ça va faire descendre des extraterrestres. Il faut pas qu'ils tombent sur votre ville, sinon ça vous fait des dégâts. Un petit peu comme un Space Invader. Sauf que en fait, vous avez plein de salles à gérer pour pouvoir créer des trucs créer des nouvelles salles, gagner des points de victoire pour gagner la partie, mais aussi éliminer les extraterrestres, etc., etc. Le truc qui est sympa, c'est la mécanique de dés, de placement, etc. Par contre, pour moi, c'est un jeu trop brainy. En fait, c'est un jeu d'optimisation, de calcul. Il est assez long et la mise en place, elle est assez chiante. Pour un jeu solo, je trouve que c'est un peu dommage. En fait, c'est un jeu solo qui t'impacte trop longtemps, qui te bloque pendant quasiment 1 heure. En plus d'avoir un plateau qui est giga long et vraiment pas pratique. Donc pour moi, il a un peu beaucoup de défauts. Je l'apprécie et je trouve qu'il est vraiment chouette. Mais pour moi... il me correspond pas. Ça, c'est là, je sais que c'est pour ça que je le mets dans le top 20 et pas dans le top 10. Parce que pour moi, c'est pas un jeu que je dis ah ouais, c'est génial, même si je reconnais ses qualités. Et par contre, il est quand même pas mauvais parce qu'il a vraiment ses bonus, etc. C'était mieux avec les petites cartes. Bah, en vrai, je pense qu'un format plus de poche aurait été sympa, quoi. Parce que là, putain, qu'est-ce qu'il est gros, qu'est-ce qu'il prend de la place. Je sais pas si vous vous souvenez du live, hein,
Mais le live, on n'a pas pu le jouer dans le sens de la table normale. J'ai dû placer la caméra de l'autre côté pour pouvoir filmer dans ce sens-là. C'était un enfer. Titre. Ah, j'ai dit un titre? J'ai pas fait gaffe. Ensuite, on a Ike no Koi. Ike no Koi, c'était pas mal, mais c'était pas dingue, quoi. C'était pas fameux, hein, Ike no Koi. C'est à cause de ta table qu'il fait que top 20. Pas qu'à cause de ma table, c'est parce qu'il est aussi pas très pratique. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Punaise, qu'est-ce qu'il est gros, qu'est-ce qui prend de la place. Ah, effectivement, ça peut être un titre. Ike no Koi, c'était pas dingue, hein. Si vous vous rappelez, c'était un jeu un peu de prise de risque, de collection de cartes avec des petites cartes bonus. Enfin, c'était pas fou, c'était pas fameux. Franchement, autant jouer à Abyss Conspiracy dans ce genre de jeu, etc. Enfin, franchement, mais. Des cartes carpe. Dis-le 10 fois très vite. Carte carpe, 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 carte carpe. Et bim! Allez! Ça dit quoi? Je veux peut-être apprendre la nouvelle boîte d'Unmatched. L'univers londonien me botte bien. On verra après Unmatched. Il est là. Ensuite, on a Shard of Infinity. Shard of Infinity, il va être dans le top 20 aussi. Et du coup, on va reléguer Animix Park, je pense. Parce que ça, c'est sûr, j'y rejouerai pas Animix Park, perso. Shard of Infinity, du coup, c'est dans la même veine que Star Realms. J'allais dire Fantasy Realms, pas du tout. Star Realms. Dans l'idée, du coup, un deck building. L'objectif, amener vos points de vie les points de vie de votre adversaire à 0. Top 20 seulement, ouais, j'expliquerai après pourquoi. Mais dans l'idée, du coup, vous allez avoir des petits combos, de la gestion de cartes, etc. Des effets supplémentaires. La petite extension, elle est vraiment importante parce que c'est là où vous commencez à avoir vraiment un gros sel du jeu. Avec du coup l'infinité, qui est en fait des ressources que vous récupérez avec certaines cartes et que vous conservez entre chaque tour, et qui permet d'améliorer vos cartes. En gros, vous avez certaines cartes, si vous avez 0 d'infinité, elles font pas grand chose. Par contre, si vous en avez 30, ça peut one-shot tout le monde. Donc voilà. Pourquoi il est dans le top 20 ? Parce qu'il est très bien, hein, et c'est un bon jeu de deck building, mais franchement, c'est pas nouveau, quoi. C'est un deck building où on doit mettre les points de vie de l'adversaire à 0, comme Star Realms, comme Hero Realms, comme beaucoup de jeux en fait. Et même s'il est très bien, et il est dans ma Ludo, hein, je l'ai gardé, mais il peut pas. En fait, il peut pas battre ces jeux-là pour moi. Pourquoi ? Parce que ces jeux-là apportent vraiment une autre manière de jouer, une autre manière de penser le matériel, etc. Donc, pour moi, top 20. Ensuite, on a Jekyll vs Hyde. Jekyll vs Hyde, encore un jeu de chez Superlude dans la gamme Print and Playtime. Je l'avais préféré à Dagda, mais est-ce qu'il mérite le... Si, parce qu'il va avec Dice Quest, en fait. Il va dans la même gamme que Dice, dans la même idée que Dice Quest pour moi. Jekyll vs Hyde, dans l'idée, c'est un jeu solo aussi. De 2D, tout simplement. Dans l'idée, vous allez avoir en fait votre personnage, du coup, Dr. Jekyll, qui... c'est pas le jeu de cartes, non. Non, c'est pas Jekyll versus Hyde, pardon, c'est Jekyll Hyde. Pas pareil. Excusez-moi. Parce qu'il y a eu d'autres jeux, Jekyll, effectivement, Jekyll versus Hyde, qui est très bien à 2. Mais non, là, c'est le jeu solo Jekyll Hyde de chez Superlude. Et en fait, pourquoi je le mets là ? Parce que ça joue bien, ça se tourne bien. Et on l'avait bien joué. Et on avait bien kiffé quand même. Mais il y avait un gros défaut pour moi, qui était qu'en fait, on pouvait faire des tours à vide. Et en fait, t'avais un jeu
se gourde dans les noms bout. Oh là, ça va, ça va. Mais en fait, il y avait des gros passages de tours à vide. Tu pouvais en fait faire des tours où il se passait rien. En disant, bon bah voilà, je fais ça, et puis hop, pouf, ça change rien, et puis pouf, je me retourne. Oh bon, tac, 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 je fais ma life. Donc voilà. C'est pas foufou. C'était pas incroyable. Mais c'était sympa quand même, la sensation était cool. Ensuite, on a Kamimai. Kamimai top 20 ou top 10? C'est chaud ça. Ah, après, attendez, non. Parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, donc... Oh là, c'est chaud. Descends-moi à Happy-City, allez. Non, Happy-City, il est bien, là. Ah bah, c'est un peu le but du jeu aussi. Elle me dit, la régie, elle dit, il y a de l'instabilité constante dans le jeu. Bah oui. Et voilà. Oui, je comprends la remarque de la régie, effectivement. Et du coup, on va descendre quoi? On va descendre quoi? Verona Twist. Verona Twist. Donc Kamimai, c'est le petit jeu de dextérité de chez Greux Games. Principe de Kamimai, en fait, c'est que vous allez avoir des cartes qui sont en un petit tas. Qui est en équilibre, comme ça. À votre tour, en fait, vous pouvez prendre une ou plusieurs cartes pour pouvoir... Petit boobs en sueur, il va bientôt descendre. Mais du coup, vous allez avoir en fait l'idée de récupérer des ressources de couleur. Peut-être qu'Oltré va bouger, effectivement, peut-être. À cause des règles. Mais du coup, dans l'idée, c'est que vous allez en fait devoir récupérer des triples de couleurs. Par contre, il faut faire attention parce que vous savez pas où est-ce qu'ils sont dans la pile. Et faut pas aussi, quand vous prenez des cartes, faire tomber la pile. Donc faut bien faire attention à la dextérité, etc. Mais Kamimai, en fait, le souci, effectivement, c'est que au final, même des niveaux faciles peuvent être très durs dans certaines situations parce que les cartes sont pas au bon endroit. Il y a des petits événements quand même sympas, mais en même temps, ça se renouvelle pas non plus de fou parce qu'on fait globalement tout le temps la même chose quand même. Donc voilà, c'est très sympa parce qu'on l'a gardé dans la Ludo, mais pour moi, il manque d'un petit truc. Il manque d'un truc qui fait que il serait vraiment exceptionnel. Ensuite, on a Lueur. Lueur, c'était bien aussi. Hein. Oh là là, oh, il y en a 3 là, ça va être dur là. Aïe, 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 aïe. Lueur, c'était très bien. Mais il a des petits défauts. Est-ce qu'il irait dans le top 20 ou dans le top 10? Je sais pas. C'est dur. Est-ce qu'il va dans le top 10 alors globalement? Je réfléchis par rapport à ça, hein, mais... Ah oui, non mais je galère, c'est normal, hein, c'est le but aussi du live, hein, c'est ça qui est marrant. Hein. C'est aussi vous voir râler en disant mais pourquoi tu le mets là, etc. C'est chaud. Oltré en top 20 numéro 11. Ouais, mais tu vois, je préfère jouer à Oltré que jouer à Lueur, quoi. Quoi? Ah oui, moi j'aime bien, je préfère le côté narratif de Oltré, quoi. Même si le côté combo de Lueur, il est cool et que le design est chouette. Et les règles, elles sont habitables. Mais les règles d'Oltré, elles sont habitables, je sais, je sais. Je sais pas, c'est dur. Peut-être que on met Lueur là, mais qu'on descend autre chose que Oltré. Vous allez voir qu'est-ce qui va faire descendre Oltré. Je sais ce qui va faire descendre Oltré, c'est sûr. On va pas... ça, c'est sûr. En termes de comparaison, il y en a un, il n'y a pas match. Il y en a un, il n'y a pas match.
peut-être... Alors, peut-être Get On Board, mais qui est bien placé, hein, il est 11e. Parce que Get On Board a ce truc de à 2 joueurs, c'est pas fou. Alors que Lueur, ça marche très bien aussi. Dans l'idée, du coup, Lueur, jeu de dés et de récupération de personnages. En fait, tout simplement, vous allez avoir au début de la partie des dés qui vous sont personnels. Vous allez aussi récupérer un personnage à votre tour qui vous rapporte des petits dés pour la manche. Une fois que tout le monde a récupéré son personnage, on lance ses dés et ensuite on va essayer de faire des relances pour pouvoir optimiser les effets de tous les personnages qu'on a récupérés durant la partie. Donc il y a un petit côté combo. Ah bah du coup j'ai de l'eau sur mes dés, mais du coup ça fait l'effet ici, ça fait l'effet là. Mais en plus j'ai encore de l'eau là, donc ça refait les effets en nouveau. Mais aussi j'ai ça, donc tac tac tac, etc. Il est aléatoire des dés, pas fan, mais je crois que tu avais bien kiffé. Mais c'est ça, parce que moi j'aime beaucoup les jeux de dés. J'aime beaucoup le hasard, le côté combo, on peut relancer, on prend du risque, on peut perdre des points de victoire pour relancer des dés, etc. Et l'autre plateau, je voulais pas montrer, mais l'autre plateau est vraiment chouette. Le plateau bateau est vraiment cool. Et ça vraiment apporte une autre manière de réfléchir le jeu. Et visuellement, en plus, effectivement, ils déboîtent. Mais ça, c'est le travail de Bombix. Ils sont très forts chez Bombix. Donc voilà. Je pense que Lueur mérite son top 10. Mais ensuite, on a... attendez. 1, 2, 3... Non, c'est bon. Non, on n'est pas bon là. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Merde. Qu'est-ce qu'on va reléguer Non, Crime Zoom... Non, c'est pas dans le top 10, c'est dans le top 20 qu'il faut reléguer. Bon, on va descendre Ringmaster, je pense. On va descendre Ringmaster. Ensuite, on a Mot Malin. Mot Malin, qui est vraiment très bien. Hein. Jeu d'ambiance vraiment très cool. Et avec ce côté de faire deviner des mots très rapidement. C'est très nerveux. Après... Est-ce que ça renouvelle bien le jeu de société? Peut-être. Peut-être quand même. Je ne partirai pas du live tant que mon malin ne sera pas au moins top 10. Et je pense que je vais me mettre dans le top 10, mais du coup, il faut virer quelque chose du top 10. Et on va peut-être... Oui, peut-être virer Crime Zoom. J'hésite parce que Crime Zoom, en fait, le souci, c'est qu'effectivement, t'as qu'une enquête. Et il y a peu d'interactivité avec d'autres choses, même si c'est vraiment très malin. Il manque peut-être d'un petit sel, même si c'est hyper bien écrit. Donc je pense qu'on va le mettre là. Non mais ils vont être tous être 11 si ça continue. Donc on va pas le mettre en 11. Et par contre on va descendre quoi? On va descendre... Elle a pas trop aimé Crime Zoom. Après elle a vraiment en tête de comparaison par rapport à Détective ou d'autres jeux comme ça. Crime Zoom est un peu plus faiblard, quoi. Un petit peu. Pas beaucoup, hein, mais un peu plus quand même. C'est de la merde en comparaison. Et par contre, qu'est-ce qu'on va descendre du top 20? Ça devient dur. Hein. Ça devient très dur. Living Forest, la régie, elle a vraiment pas aimé. Moi, j'ai bien aimé quand même. Non, je dirais peut-être Under Falling Sky. Ou Vabank. Ou Carte Aventura. Under Falling Sky, moi il m'a pas... Bon non, parce qu'il faut pas dire quand même. Quand même non, ça serait violent. Oh c'est violent, là. Le passage du top 20 au top 30, il est violent. C'est dur. Bah allez, Under Falling Sky. Moi ça m'a moins parlé, je trouvais ça un peu trop... Un peu too much. Voilà. De toute façon après vous en faites pas, il y aura des trucs qui vont descendre. Hein. Là il n'y a plus de place dans le top 30, donc... des choses qui vont être reléguées. Hein. Là, ça va reléguer à Donf. Bien kiffé aussi Living Forest, ouais. Living Forest, il était bien quand même. Mais je dirais en top 10 maintenant, Paléo. Parce que Paléo, quand même, qu'est-ce que c'était bien, Paléo. Est-ce que ça mérite dans le top 3? Non. Parce que dans ce côté gameplay, c'est hyper malin, etc. Mais
Clank, le bas du côté narratif. Red Rising, le bas du côté mécanique. Nouvelle Contrée, le bas du côté originalité. Donc pour moi, Paléo peut... En fait, si je mets Paléo ici, je peux pas en retirer un des trois, je suis obligé de descendre Paléo, quoi. Donc voilà. Il est très bien placé, hein, il est dans très bonne position. Mais c'est pas possible. Et du coup, on va descendre Oltré. Parce qu'il est dans la même acabit, on va dire, hein, ce jeu coop avec un peu de narration, où il faut s'organiser tous ensemble. Paléo, c'était vraiment très bien. Électrocuté en B. Hein. Bon, après, mon malin, si tu décortiques, c'est un peu Codename Duo en moche, mais les sensations de jeu, j'aime trop. Bah, en fait, c'est Codename Duo. Mais encore, non, c'est pas Codename. Enfin, oui, c'est un peu Codename Duo, mais pas vraiment. Il y a encore Happy City, bordel. Ah oui, mais peut-être, j'avoue, je sais pas. Tu vois, si je dois virer entre Codex Naturalis ou Happy City, j'hésite. Hein. Mais Oltré, pour moi, a le gros défaut de l'écriture des règles qui est pas claire du tout. Vraiment. Ah non, pas Codex. Mais Oltré, pour moi, il y a vraiment le défaut de les règles sont vraiment pas claires. C'est un bordel sans nom. C'est pas clair du tout. Mais du coup, faut reléguer encore. Oh, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Je pense qu'on va reléguer... Je vais reléguer Cartaventura. Et ici, du coup, on va reléguer Dice Quest. Voilà. Et donc, du coup, Paléo, hein, le côté vraiment malin du côté... Le côté hyper chance, c'est que dès le milieu de la partie, ça devient facile. L'inverse de la montée en puissance pour le coup. Effectivement, il y a un petit peu de ça, mais vu que la partie est très rapide, tu le sens pas ce côté-là. Tu quittes le stream avant midi si tu vires Codex. De toute façon, il va falloir que je traîne. Mais du coup, ouais, ce côté de... Ah oui, mais après c'est normal, c'est parce qu'on l'a bien placé au début, mais c'est parce que c'était dans l'ordre des arrivages. Alors Pantarei, lui, il passe directement top 45. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ce live, hein. Je pense qu'il est encore dispo, mais... Oh, qu'est-ce qu'on s'était emmerdé. Oh là là, je suis désolé, hein, mais... on s'était vraiment fait chier. Hein. C'était pas fou. Hein. On devait jouer 1h30 à Pantarei, on y a joué 45 minutes, on a joué à un autre jeu après. Pour vous dire. Donc voilà, c'était vraiment pas dingue. Finalement, j'ai moins envie de Cartaventura maintenant. C'est quoi Pantarei? Pantarei, c'est un petit jeu abstrait avec des tuiles, où en gros, tu as un serpent de tuiles, et à ton tour, tu vas en fait déplacer des tuiles de ta couleur pour les superposer à d'autres, et histoire d'avoir soit une pile de tuiles d'une certaine hauteur, soit bloquer l'autre joueur. C'était pas fou. De toute façon, tu linkeras les lives sur l'upload YouTube. J'ai un peu abusé la critique, car je l'aime beaucoup, alors je le chétis bien. Oui, bah après, c'est un peu compliqué. De toute façon, c'est toujours dur hein, de faire les choix. Hein. Et puis, c'est toujours très subjectif. Hein. Oh, ensuite, on a Sobek de joueurs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Sobek, c'était bien. Hein. Ah si, Sobek, c'était bien. Hein. Il y avait ce côté... En fait, il y a un côté, moi, que j'aime beaucoup de jeux abstraits. Il y avait juste... Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top 10. Hein. C'est qu'il y a ce côté aléatoire des bonus qui est un peu frustrant, je trouve. Et qui, du coup, pour moi, me vont pas du tout. Du tout. Mais... Exclamant PLS. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. C'est fait exprès. C'est ça qui est intéressant, c'est le challenge. Et qu'est-ce que je mettrais en top 30? Non, mais dans le... Foutu Happy City va rester. Ah, ça peut encore bouger. Oh oui, ça va bouger. Ça va bouger, vous en faites pas. Ah oui, il va bouger, vous en faites pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on relègue?
On va reléguer peut-être... Trek 12 Amazonie, c'était quand même vraiment bien. On va reléguer Trek 12 Amazonie quand même, si. Et celui qui passera dans le top 45, c'est Jekyll Hyde. Et du coup, Sobek de joueurs, un petit côté... Royal top 1 du sel, ouais, mais top A, pas top 1 des jeux. Sobek de joueurs, il y a vraiment un côté en fait jeu abstrait, de duel, de récupération de tuiles. Mais en fait, ce que j'ai un peu moins aimé, moi, c'était le côté aléatoire des petits bonus. En fait, vous pourrez récupérer des pièces. Et en fait, ces pièces, elles vont entre 4 et 9. Et ça fait tellement un écart de points, je trouve, que c'est vraiment violent. En plus, tu le découvres qu'à la fin de la partie. Donc ça peut faire des trucs un peu costauds. Mais la mécanique, elle est hyper bien, elle est hyper maligne de ce petit tank. De quand je le déplace, je prends une tuile et en fait après ça indique quelle tuile, enfin dans quelle disposition de tuile il va pouvoir le prendre, en diagonale, en verticale, horizontale, etc. C'est hyper malin, ça marche hyper bien. Il y a aussi des jeux auxquels tu n'as pas joué mais que tu trouvais cool, ou que tu aurais aimé jouer de cette année, en mention honorable. Non, au final, j'ai joué presque à tout ce que je voulais. Franchement, il n'y a pas de jeu où je me suis dit « Ah, je l'ai loupé, c'est trop tard, etc. » Non, en vrai, j'ai joué à tous les jeux auxquels je voulais jouer, je pense. De cette année. Après, il y aura des choses qui vont sortir, dont j'ai un peu la hype, hein, mais ça, c'est autre chose. La réalimentation des tuiles, ça m'a perdu en live, alors que Sobek sur BGA, c'est cool. Ah oui, alors... la réalimentation des tuiles, elle est un peu particulière quand tu joues en vrai, parce que... Bah, du coup c'est attends je peux plus prendre de tuiles donc attends je vais réalimenter mais ensuite il faut que je fasse ça, enfin c'est un peu chelou. Alors que effectivement sur BGA vu que ça c'est automatique, vu que c'est en fait les règles automatiques sur BGA c'est toujours beaucoup mieux géré évidemment. Alors que quand tu dois gérer des règles automatiques en physique c'est toujours un peu plus compliqué. Sticky Cthulhu, je vais être désolé. Mais il va aller top 30 ou top 45. Hein. On va pas non plus se dire que Sticky Cthulhu c'est le meilleur jeu de l'année. Hein. C'est un jeu pour enfants, un jeu un peu débilos, mais un jeu un peu marrant quand même. Donc, et je pense que je peux pas le mettre là. C'est pas possible. Donc je pense qu'il sera directement relégué au top 45. Hein. Désolé Théo. Mais voilà. C'est marrant. Ça se joue marrant. C'est vrai. Enfin, c'est rigolo, hein. Ça se joue bien. Mais franchement, tu vas pas y jouer 40 fois, quoi. C'est un jeu avec des mains collantes. C'est un jeu avec des mains collantes. Tu lances les dés en fonction de ce qui apparaît. Paf, tu fais ton main collante sur un truc. Enfin, voilà, c'est pas foufou. Ça fonctionne, mais c'est pas foufou, quoi. Théo vient de se désabonner. Eh non, mais bon, qu'on se le dise. C'est pas le jeu de l'année. Après, c'est marrant, ces petits challenges, mais... J'ai vu des soirées érotiques dans le même genre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça balance. Sinon, ensuite, on a Mandragora. Pareil, Mandragora, ça fonctionnait. Mais c'était pas foufou, hein. Je sais pas si vous vous souvenez qu'on a joué à Mandragora, mais c'était pas dingo, hein. C'était... ce côté en fait où tu vas en fait récupérer tu vas déplacer un petit personnage qui est commun aux joueurs pour aller récupérer des ressources et tous les endroits où tu n'es pas passé sur ton trajet tu vas remettre des ressources. L'idée c'est d'avoir des ressources de la même couleur pour pouvoir lancer des sorts qui du coup plus tes sorts ils vont être forts, plus ça va te rapporter des points de victoire et en plus ça va t'apporter un bonus. Ah, il a pas aimé ton café, c'est ça? Non, mais c'est juste... Il y a des jeux de Théo que j'adore. The Loop, c'est génial. Draftosaurus, c'est génial. Mais ils sont pas sortis en 2021. C'est pas ma faute, hein. Fragment, il est là, hein. Il est dans le top 20, hein. Il est bien placé, hein. Mais The Loop, il est top tier, hein. Il est top 4, hein, top 5. Mais il est pas sorti en 2021. Je suis désolé. Il sait qu'il est clivant, il sait que Fragment c'est clivant, il le sait. Donc voilà, Mandragora, c'était pas fou. Ensuite on a Tranquillité. Je peux pas le mettre en top 20. Parce que j'y rejouerai pas. Je le sais. Même s'il est très bien, moi j'y rejouerai pas. Pourquoi ? Parce que, et du coup on va reléguer quoi ?
par léguer Chronicle of Crime. Tranquillité, pourquoi je le mets là? Parce que en fait, pour moi, c'est un jeu coop qui marche bien, mais qui est trop casse-tête. En fait, tranquillité, le truc, c'est que ton début de partie, c'est ce qui va tout jouer pour la suite. Et en fait, si t'as pas bien fait ton début de partie, c'est foutu. Chronicle of Crime, t'aimes vraiment pas, mais c'est pas grave, je te pardonne. Je rirai quand tu brûleras en enfer. En fait, je parle non pas de Chronicle of Crime en général, parce que Chronicle of Crime, j'ai beaucoup aimé, mais Chronicle of Crime 1900, sorti maintenant, en fait, sorti en 2021, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que, en fait, c'est Chronicle of Crime, premier du nom, avec d'autres scénarios. Il y a quasiment pas de nouveauté. Et c'est pour moi, c'est fainéant. Et c'est pour ça qu'il est aussi bas. Parce qu'il est fainéant. C'est pas parce que le jeu est mauvais, c'est parce qu'il est fainéant. Voilà. C'est surtout pour ça. Théo, il arrête pas de dire qu'il veut qu'on soit honnête. On l'aime, Théo, mais on peut pas être réceptif à tous ces jeux. Effectivement. Tout à fait. Et du coup, tranquillité, pour moi, c'est trop un casse-tête. Et pas assez un jeu coop. Et c'est un peu le souci que j'ai, je trouve. C'est qu'on coopère pas... Enfin, si on coopère, mais au final, enfin... On se casse plus la tête à optimiser qu'à coopérer. Ensuite, on a Unmatched. Unmatched, il va aller en top 30 aussi. Parce que j'y rejouerai pas, c'est certain. C'est sûr et certain. J'ai vraiment pas aimé Unmatched. Pourquoi? Parce que... alors, c'est pour ça qu'il est en top 30, hein, parce qu'il y a des qualités indéniables. Ah, et 2 secondes. Voilà. Mais donc du coup, Unmatched, moi j'ai vraiment pas aimé parce que c'est vraiment le jeu, je me déplace, je t'attaque, je me défends, ou je fais mon petit effet spécial et globalement tu fais que ça. Déplacer, attaquer, reculer, reculer pour refaire des cartes. Ah, je rattaque. Tac, tac, tac. Ok, bah je recule. Je recule. En fait, c'est un peu tout le temps ce truc-là de je fais mes armes, je fais mes armes, je fais mes armes. Hop, je fais une attaque. Je fais mes armes, je fais mes armes, je fais mes armes. Hop, je fais une attaque. Et c'était un petit peu... Et on veut faire... Alors, la régie exagère dans le fait de... On veut faire croire que les persos ont vraiment des manières différentes de jouer, mais c'est la même. C'est pas vraiment la même, mais il y a quand même, pour moi, aussi trop de cartes en commun entre chaque perso, quoi. Enfin, please. Il y a 2 tiers des cartes, c'est les mêmes pour chaque personnage. C'est violent, quoi. Enfin, c'est pas dingue. Donc c'est bien en compétitif, mais ça se renouvelle pas assez, quoi. Bigfoot. Après, c'est pas les extensions, on parle de la boîte de base. Attention. Perso, j'ai bien aimé, il y a une courbe de production avec différentes cartes en option. Oui, par contre, ça, les cartes en option sont très chouettes. Hein. Mais c'est pour ça que... Alors, vous allez voir, hein, le top 30, il y aura aussi que des bons jeux, hein, au final. Mais... mais on sera pas d'accord. C'est des jeux sur lesquels on n'est pas d'accord, le top 30, je pense. Pareil, Vampire Mascarade Héritage, il sera dans le top... Il est dans le top 30. Pourquoi? Parce que c'est un bon jeu. Et mécaniquement, je l'aime beaucoup, en fait, mais... Top 45, c'est de la bouse, par contre. Sticky machin, mais non, mais non. Mais, alors, Vampire et Mascarade d'Héritage, j'adore la mécanique de départ. J'y ai beaucoup joué, en fait, avant sa sortie, par sa mécanique de départ. Ça fait mal de voir Calico tout en bas. Ouais, mais Calico, il est pas non plus exceptionnel, hein. Titre de comparaison, tu voudrais le remplacer par quoi, tu vois? Je t'avoue, j'ai du mal, hein. Mais du coup, Vampire Mascarade d'Héritage, donc mécanique très bien. Mais par contre, le Legacy, qu'est-ce qu'il est mal fait, qu'est-ce qu'il est mal branlé. Le Legacy, c'est la partie la plus naze du jeu. Alors qu'en vrai, enfin juste, tu joues en mode classique, sans la partie Legacy. Qu'est-ce qu'il est bien. Mais qu'est-ce qu'il est bien.
Je préfère largement Calico Little Factory. Ah ouais? Il meurt vraiment dès les 2 premières minutes du film. Donc Vampire Masquerade Héritage, ouais. Legacy, bof, et enfin vraiment mauvais. Et mécanique par contre de base géniale. Par contre, vous êtes tous pour dire que Calico il mérite d'être mieux placé. Franchement, franchement, il est un peu oubliable hein, quand même. Hein. Ah non, il est bien là. C'était pas si ouf que ça, bah c'est pour ça. Hein. Pas joué, mais il reste là. Et puis aussi, attention, point négatif, sur la boîte, ce n'est pas un Calico. Donc voilà. Ensuite, Vienna Connection. Oh, ça va encore bouger là. Parce que Vienna Connection, qu'est-ce que c'est bien, punaise. Pour être gentil que je dis punaise. Pour être poli. Mais du coup, qu'est-ce qu'on bouge? On bouge. Alors, pour moi, les 3 qui sont sur la sellette. C'est les 4, allez, les 4 sur la sellette. C'est ces 4-là. Momalin, Happy City, Lueur, Codex. Codex, j'ai vraiment pas envie de le bouger parce que c'est vraiment un coup de cœur. Peut-être Momalin, ouais, parce que Momalin, au bout d'un moment, tu fais un peu le tour. Et du coup, on descend quoi en top 30? On va peut-être descendre quoi, Camille. On va banque. Je dirais Vabank parce qu'il est un peu trop long pour ce que c'est. Et ce qui fait qu'en top 45, on va mettre quoi? Little Factory pour moi? Pour moi, hein, je précise, hein, toujours pour moi. « 38-40, oui, mais alors, il n'y a pas d'ordre. Hein. Ici, c'est le bordel. Hein. Dans chaque zone, c'est le bordel. Hein. Je l'ai pas mis. Si je le mets pas là parce que je le préfère, enfin que je le préfère pas. Hein. C'est juste parce que je l'ai mis comme ça. Hein. Second Ordre d'Architecte, c'est si bien que ça. Ça a l'air un peu basique, simple. Ça a l'air un peu basique, simple, mais c'est tellement efficace. Après, c'est vrai que si on devait peut-être... Ah, peut-être 11e. Peut-être dans le top 11, mais au début. Ah, on pourrait faire ça, ouais. Oui, parce que c'est vrai que ça renouvelle pas non plus énormément le jeu. Ça fonctionne bien, mais ça renouvelle pas non plus énormément le jeu. Ouais, plutôt architecte, du coup, et Momalin, on le laisse en haut. Ouais. Et alors, Visite Royale. Alors, Visite Royale, je l'ai dans la Ludo. Et on y joue bien. Enlève-moi Clank, comme ça, il n'y a plus de problème. N'importe quoi. Mais Visite Royale, il sera dans le top 45. Hein. Je suis désolé, mais... Alors, j'aime beaucoup Visite Royale. Hein. Mais c'est tellement random. C'est tellement n'importe quoi, Visite Royale. C'est du random à souhait. T'as aucune prévision. C'est juste un combat. Je joue le magicien. Alors, en plus, voilà, tu peux spammer le magicien. Enfin, c'est un enfer. Donc, c'est marrant. C'est marrant et on fait des conneries avec la régie avec ça. Mais en vrai, c'est pas dingue. Hein. On le sait que c'est pas dingue. Hein. C'est le jeu un peu honteux de la Ludo, quoi. Tu vois. Et ben voilà. On a tout fait. Et on est dans les temps. Très bien. On va faire un petit tri. Si on devait mettre un... Bon, le top 3, je pense qu'il est bien dans cet ordre-là. Si on devait faire un ordre là-dessus, je dirais peut-être ça comme ça. Codex, Momalin, Happy City, Lueur. Dans ce sens-là, je dirais. Ensuite... Oltré, Fantasy Realms... Cet ordre-là est plutôt bien. Ensuite, ouais, Living Forest. Après, Shards. Crime Zoom, Sobek de joueur, Camille. Ensuite, Tranquillité, s'il te plaît. Merci. Vabank. Vampire Héritage. Verona Twist. Trek 12 Amazonie, peut-être avant Verona Twist.
Carte Aventura, Escape the Dark Castle, Under Falling Sky, Ringmaster, voilà. Et ici, on va mettre comment, dans quel ordre? Calico peut-être en premier, effectivement, il était quand même bien. Animix Park ensuite. Little Factory peut-être avant Animix Park. Ça c'est vraiment à la fin, ça c'est vraiment à la fin. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça passait, ça fonctionnait. Ça c'est parce que c'est vraiment pas ma cam et que c'est vraiment fainéant. Mais sinon c'est bien. Visite Royale c'est très marrant. Après Gorinto peut-être. Ah c'est chaud là. Le faire dans l'ordre comme ça. Après qu'est-ce qu'on a? Dagda, quoi d'autre? Enfin, non. Là, c'est chaud là. Bon, c'est chaud de trier dans le truc que t'as moins aimé, quoi. Parce que là, c'est un peu tous, je les ai pas aimés, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Peut-être ça. Ensuite ça, parce qu'il y avait quand même une mécanique maligne. Après... Putain, c'est chaud patate. Allez, ça... Ah, Sticky Cthulhu, c'est quand même mieux. Hein. Sticky Cthulhu, c'est quand même mieux. Ça va avec Visite Royale. Ouais, ça va là. Pour toi, c'est quoi le meilleur jeu de la décennie 2010, 2020, 2021? C'est chaud, hein. Ça, c'est chaud à dire. Parce que là, je pourrais même pas dire qu'est-ce qui est sorti entre 2010 et 2021, en étant précis sur les dates. L'auteur de Ikinoko, il pleure en ce moment. Mais c'est pas ma faute, son jeu, il est pas dingue, il est pas dingue. Le mec a pas réinventé la roue, hein. Peut-être comme ça, ouais. Ouais, comme ça. Peut-être comme ça, comme ça, comme ça. Allez, comme ça, et on bouge plus. Voilà, c'est bon. Donc, il y a des gros fans d'objection. Ouais, mais moi j'ai détesté. Vraiment, hein, c'est même pas j'ai pas aimé, c'est j'ai détesté. Donc, quand même, on va faire l'ordre des positions. En 10e position, quand même, on va faire le top 10. Lueur, parce que les jets de dés, c'est sympa, le petit effet de combo, le design est très chouette, mais effectivement, peut-être du hasard, peut-être un tout petit peu frustrant sur certains points, mais franchement, c'est top. Happy City, c'est hyper pur et ça marche bien, on peut se chamailler et en même temps on se développe, en même temps il y a des petits effets spéciaux, des petits twists, des petits machins. Même si effectivement Oltré Fantasy Realms, on a envie de les mettre. Hein. Je vous avoue, Oltré, j'ai peut-être envie de le mettre à la place d'Happy City, mais je suis pas sûr, hein, j'ai un doute. Hein. Ah, on fait ça? On fait ça? Est-ce que ça vous va si on fait ça? Bon, déjà, il y a joué, il le met dans le top, il y a 800 auteurs qui sont en PLS actuellement, effectivement. Peut-être Oltré, ouais, effectivement, 10e place et Happy City 11e. C'est chaud, hein. C'est chaud. Non, on va faire ça, ouais, allez. On recommence. Oltré en 10e place parce que le côté narratif coopératif marche hyper bien. Par contre, les règles sont mal écrites, je trouve. C'est pas hyper clair sur certains points. Et c'est un peu beaucoup de règles pour un truc qui est en fait hyper fluide, qui marche hyper bien. Donc c'est un peu dommage. Mais Oltré, c'est top. Ensuite, Lueur, du coup. Pour le jet de dés, le random, mais en même temps, le combo, la gestion du random avec les relances, les petits personnages spéciaux qui ont des trucs qui vont te permettre parfois d'embêter les autres joueurs, etc. Enfin, ça marche trop bien. Mot malin, parce que c'est hyper fluide, c'est débile, mais ça fonctionne de fou. On peut jouer à plein de gens, c'est hyper dynamique, et ça se renouvelle quand même pas mal. Après, on peut faire ses petits mots aussi à soi, enfin, c'est très chouette. Codex, parce que c'est magnifique, que c'est pur, et qu'il y a ce côté un petit peu, on peut se chamailler, mais en même temps on a ce côté son petit casse-tête à soi à faire, des petits twists de fin de partie avec les objectifs perso, enfin, et puis c'est magnifique. Franchement, il est magnifique le jeu.
Après Stella, parce que c'est ce qui me fait réaimer les mécaniques de Dixit, enfin les cartes de Dixit. Et cette prise de risque, en même temps essayer de deviner ce que font les autres et tout, enfin, c'est vraiment top moumout. Et c'est vraiment la classe. Et t'as vraiment des trucs de... Tu peux en fait renouveler ton Stella avec des extensions de Dixit, donc ça c'est hyper malin. Ensuite Vienna Connection, parce que l'enquête est vraiment trop bien faite. Le site est un peu pourrave, mais en vrai, moi je le pardonne. Parce que les enquêtes sont vraiment bien écrites, la mécanique est hyper maligne, le décodage renouvelle bien le côté détective. Franchement, c'est trop chouette. Et je suis un gros fan de détective. Aussi, c'est pour ça. Paléo, parce que c'est un jeu coopératif avec un côté narratif, mais en fait où le jeu te raconte rien, mais c'est toi qui te raconte l'histoire, donc c'est hyper frais. La mécanique est trop chouette parce que t'apprends en fait comme un homme de Cro-Magnon les trucs de ah mais en fait dans la rivière il y a ça, dans la forêt il y a ça, machin. Le jeu il est méchant et en même temps pas trop, et après t'as ce côté satisfaisant quand après tout déroule et que t'as tout préparé comme il fallait. Et enfin le top 3 quand même avec Clank Legacy, parce que le côté Legacy marche hyper bien, les mécaniques de Clank sont là, mais t'as ce petit côté amélioré parce qu'on va résoudre des quêtes, on va aller se chamailler, mais en même temps faut pas trop se chamailler non plus pour pouvoir avancer tous ensemble, etc. Enfin, trop bien. Red Rising, parce que la mécanique est hyper chouette, qu'il est pas sexiste comme Fantasy Realms, et qu'en plus il y a ce côté un petit peu combo, enchaînement et tout, qui est hyper satisfaisant durant une partie, même si elle est un peu plus longue du coup qu'un Fantasy Realms. Et une nouvelle contrée, pour moi c'est mon top 1, ce sera l'As d'or de cette année, et je le répète, s'il n'est pas As d'or cette année, je ferai ma cérémonie de remise des prix, je le dis, parce que du coup tu peux jouer dans un livre, chaque livre ça renouvelle le jeu, t'as ce côté Dixit où tu vas faire deviner des images, t'as tes petits challenges, t'as plein de petits modes de jeu qui se renouvellent bien, enfin franchement c'est top, c'est trop bien, ça marche trop bien. Voilà pour tout ça. D'ailleurs tu as pu jouer à Telegram, j'ai vu que tu es ce soir chez Beyond the Box. Effectivement je suis ce soir chez Beyond the Box à 21h, mais non j'ai pas pu jouer à Telegram, encore. J'ai l'impression de rien avoir pu choisir à Red Rising, bloqué sur 5 cartes tout au long et pas moyen d'augmenter ma main. Ah ouais? Bah après, franchement, c'est rare, ça arrive rarement. Je trouve. Après, c'est le genre de jeu aussi, hein. Des fois c'est random et tant pis, hein, le jeu t'a dit c'est random, c'est random. Mais franchement, Zoidberg, je te conseille d'y rejouer. Je te conseille d'y rejouer quand même. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous a plu, cette petite tier list, cette petite discussion. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord. Aussi, je sais que c'est subjectif. C'est mon avis à moi, c'est pas votre avis à vous. C'est normal, mais c'est tellement cool. Il y a plein de jeux qui sortent, il y a plein de bons jeux. On n'a pas tous d'accord sur les jeux, et en même temps, il y a des jeux aussi où globalement, on peut pas se dire que tous les jeux se valent. Il y a des jeux quand même qui sont meilleurs que d'autres. Et j'espère quand même que cette liste aussi vous a pu vous guider aussi. Pour les fêtes, pour aussi pour vous, hein, pour vous acheter des jeux, des choses comme ça. Donc voilà, c'était très chouette. Et puis sur ce, je pense qu'on va devoir se laisser, parce que moi je vais devoir aller après au travail. Donc il faut que je mange entre temps, etc. Je vais vous lancer un petit raid. Normalement, si je ne dis pas de bêtises... Ah non, ils ont encore menti. Ils ont encore menti, Trick Track. Ils ont dit qu'il liveait alors qu'il live pas. Putain, mais Trick Track, c'est des champions. Hein. Je suis désolé, hein, je râle, hein, mais bordel. Bordel, quoi. Ils ont dit qu'il liveait sur Twitch. À un moment, faut respecter ses promesses, quoi. Merde. Désolé. Allez. Je vous envoie chez Mister MV. Allez, comme ça, c'est fait. C'est pour la postérité. J'aurais au moins lancé un raid chez Mister MV une fois dans ma vie. Donc, on se dit rendez-vous effectivement ce soir 21h sur la chaîne de Beyond the Box. Beyond _the_box. Vous puissiez le trouver.
De toute façon, je le hosterai sur la chaîne, donc 21h sinon vous allez sur la chaîne. Et sinon on se retrouve mercredi 10h30 pour faire un proto et vendredi 19h30 pour jouer à Galaxy Trucker. Voilà, merci à tous, des gros bisous et puis un bon petit bye bye.